Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Au sommaire de cette édition, fin de l'atelier de renforcement des capacités des hommes de médias sur la communication gouvernementale. Parmi les recommandations, l'élaboration et la mise en place d'un plan de stratégie de communication gouvernementale assorti d'un plan d'action et d'un budget. L'Institut national de prévoyance sociale se dote d'un nouveau siège. Coût de réalisation, plus de 10 milliards 800 millions de francs CFA. Ce bâtiment R+6 est situé à l'ACI 2000. Il offre de bonnes conditions de travail aux employés. Fin de mission de la Commission d'organisation des États généraux de la santé. Elle a remis son rapport final ce matin au ministre en charge de la santé. Le document contient 68 grandes recommandations et plus de 280 propositions. Le financement du plan d'action décennal doit coûter à l'État plus de 1000 milliards de francs CFA. Le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, c'est dans moins de 48 heures, mais déjà les activités ont commencé. Le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a présidé ce matin un panel sous le thème Leadership féminin et innovation, levier pour l'égalité et l'autonomisation, une initiative de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin-Beya. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par cette audience que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a accordée à la vice-présidente de la Banque africaine de développement au centre des échanges, le renforcement de la coopération entre le Mali et l'institution financière. À travers son document de stratégie pour les 5 prochaines années, la BAD veut soutenir le gouvernement malien pour le développement socio-économique du pays. Nina Waboufo s'est exprimée à l'issue de l'audience au micro de Mamari Koné et de Aliou Touré. Je suis venu au nom de la direction de la BAD, le président de la Banque africaine de développement, pour voir avec le gouvernement pour renforcer la collaboration, pour soutenir le développement socio et économique dans le pays, pour améliorer la vie de la population malienne. Donc on a discuté de comment il faut renforcer cette population. On a parlé aussi de notre document de stratégie pour soutenir ce programme de développement, parce que dans chaque pays, nous avons un document de stratégie qui définit tout ce qu'on va faire dans le pays pour 5 ans, ce que nous avons pour le Mali, et ça va permettre à la fin de cette année. Donc déjà, il faut commencer à réfléchir avec le gouvernement quelles sont les nouvelles stratégies, quels sont les projets clés, quels sont les secteurs clés que le gouvernement bien vouloir que nous allons les soutenir. Et c'est vrai qu'on attendait aussi le document de vision Mali pour 2063. Et je suis très content qu'aujourd'hui, depuis hier qu'on est là, le gouvernement a confirmé que c'est prêt. On a regardé aussi, fait un petit état de lieu de projets que nous avons en Mali, le déroulement des projets dans tous les pays où nous avons des projets. Il y a toujours les défis, mais
en travaillant avec le gouvernement, on va réussir de finaliser l'implémentation de pays pour que les populations puissent bénéficier. On a discuté aussi de notre programme pour cette année. Nous avons 2 projets. Un projet d'énergie dans le nord de Bamako et puis un projet aussi routier qui va connecter vers le Sénégal, Dakar. Donc on a discuté aussi pour travailler ensemble avec le gouvernement pour préparer le projet pour l'approbation cette année. Comme mentionné dans les titres, 68 recommandations et plus de 280 propositions, c'est en substance le contenu du rapport sur les états généraux de la santé remis ce matin au ministre en charge de la santé. Le financement du plan d'action décennal coûtera à l'État plus de 1000 milliards de francs CFA. Pour résoudre le problème du personnel dans les centres de santé, surtout dans les zones les plus éloignées, le plan prévoit le recrutement de 5000 agents de santé par an. On en sait davantage avec Koumba Sissé. C'est désormais consigné dans un seul document intitulé « Rapport final des États généraux de la santé ». Ce rapport contient les cris de cœur des populations ainsi que des professionnels de la santé et de l'action sociale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire au Mali d'ici à l'horizon 2034. Sur 993 recommandations formulées lors des travaux des États généraux tenus au mois de décembre dernier, 68 grandes recommandations et 283 activités opérationnels sont retenus dans le rapport final. Un rapport est remis officiellement au chef du département de la santé par la présidente de la commission d'organisation. Ce processus qui a mis au centre les patients prend en compte les principes qui font l'action du gouvernement. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter pour ce résultat. Je note la prise en compte de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle dans une logique de complémentarité pour avoir un système de santé qui n'exclut aucune compétence. La promotion du secteur privé de la santé, notamment la santé des jeunes et adolescents, la santé en milieu scolaire, sportif et carcéral, ainsi que l'impact de l'environnement et des conditions climatiques sur l'état de santé des populations. Pour un système de santé performant au Mali, le plan d'action des États généraux de la santé prévoit par an le recrutement de près de 5000 agents de santé pour un budget estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA sur les 10 prochaines années. La deuxième étape, qui est aussi importante, voire plus, va concerner la mise en œuvre du plan d'action. Il ne pourrait y avoir de véritable refondation à même de répondre aux besoins et aspirations profondes de nos populations en matière de santé, sans son appropriation non seulement par les acteurs de santé, mais aussi par l'accompagnement et l'engagement de tous. Je voudrais vous rassurer que les recommandations pertinentes issues des États généraux de la santé seront transmises au chef du gouvernement et je suis persuadée que ces actions, quand elles seront effectives, nous permettront de sauver des vies et d'impacter sur le développement économique et social de notre pays. En marge de la cérémonie de remise du rapport, 20 professionnels de la santé ont été décorés. 5 personnalités, dont colonel Assaba Diallo Touré, professeur Sambasso et Djeminatou Sankaré, ont reçu la médaille du commandeur du mérite de la santé et 15 autres ont été décorés chevaliers du mérite de la santé. Au moment de recevoir le rapport des GGS, je reçois une distinction. Ça veut dire beaucoup de choses. Et ça m'engage. On vient de nous remettre encore une nouvelle patate chaude dans la main. Parce que ça veut dire qu'on n'a plus droit à l'erreur. On doit toujours essayer de faire mieux. Merci à tout ce personnel de la santé qui ont eu aujourd'hui des mérites. Et dire à ceux qui n'ont pas reçu aujourd'hui que le meilleur est à venir. Bravo, récipiendaire. Fin de la session de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale. Durant 3 jours, les acteurs de médias ont été édifiés sur l'importance de la communication gouvernementale dans un contexte géopolitique et stratégique de guerre informationnelle. Parmi les recommandations, on note l'élaboration et la mise en place d'un plan de stratégie de communication gouvernementale assorti d'un plan d'action et d'un budget. Les participants souhaitent aussi l'organisation
des sessions de formation en vue de spécialiser les hommes de médias dans le domaine de la riposte contre la désinformation. Aridou Matina et Mbarakou Maïga nous font le point de la cérémonie de clôture. Ayant regroupé les acteurs des médias et de la communication en général et en particulier les chargés de communication des différents départements ministériels, le séminaire de renforcement des capacités pour insuffler une nouvelle dynamique à la communication gouvernementale a vécu. Durant 3 jours, plusieurs thématiques d'actualité, dont la guerre informationnelle, ont été décortiquées en long et en large par d'éminents spécialistes du domaine. À l'arrivée, des recommandations sont formulées. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication stratégique gouvernemental avec un plan d'action assorti entre autres d'un budget et d'un chronogramme. Initier des sessions de formation en direction des structures d'encadrement afin de procéder à la spécialisation des journalistes en matière de veille et de riposte. Créer autour du porte-parole du gouvernement et du ministre chargé de la communication un mécanisme de coordination la communication gouvernementale et de gestion de l'information en temps de crise. Réaliser des sondages et des enquêtes d'opinion comme moyen de mise en œuvre de la communication gouvernementale. Organiser en direction des leaders d'opinion une série de consultations publiques pour mieux expliquer les choix et les réalisations du gouvernement, l'importance de la culture de la paix, de la citoyenneté et enfin de susciter des adhésions. Former les hommes des médias et particulièrement les chargés de communication et les chefs de cellules de communication gouvernementale dans l'animation des conférences et des débats thématiques. Former les chefs de cellules de communication gouvernementale à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de communication de leurs départements respectifs. Créer des plateformes numériques pour le gouvernement. Vulgariser et promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la communication gouvernementale, donner un statut conséquent aux chargés de communication dans les départements ministériels, insuffler une nouvelle dynamique au SIGMA dans le dispositif de la communication gouvernementale en opérationnalisant ces tests de création et d'organisation, mettre à jour les emails des services et des sites officiels en utilisant obligatoirement le nom des domaines du Mali, initiés et sécurisés par l'AGETIC, mettre en place une commission pour réfléchir sur le statut et le financement des médias publics, améliorer les conditions de travail des organisations faîtières des médias, intégrer les communicateurs traditionnels dans les activités de lobbying et de plaidoyer. La session initiée par la primature en vue d'outiller les acteurs de la communication gouvernementale est de nos jours nécessaire au regard des enjeux géopolitiques et stratégiques. À cet instant solennel, je tiens au nom du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, à exprimer mes sincères remerciements et félicitations à l'ensemble des panélistes et modérateurs qui, par leur expertise et leur pédagogie, ont donné un éclat particulier à cette rencontre. Mesdames et messieurs les participants, vos contributions ont permis de nourrir des débats d'une grande profondeur, renforçant ainsi notre vision commune d'une communication gouvernementale efficace et adaptée aux défis de notre époque. Je remercie tous les participants, notamment les chargés de mission, les responsables de la communication des départements ministériels, les organisations faîtières des médias, ainsi que les invités des marques pour leur engagement et la qualité de leur participation. La communication gouvernementale consiste à faire connaître à travers les méthodes les plus compréhensibles par tous le fonctionnement et les formes d'intervention des différentes structures de l'État. Et ce mécanisme qui se veut inclusif doit impliquer tous les acteurs de l'écosystème de l'information et de la communication, aussi bien publics que privés. Durant ces 3 jours, vous avez analysé sans complaisance l'état de la communication gouvernementale à travers des thématiques majeures telles que communication et lutte contre le terrorisme au XXIe siècle, guerre informationnelle et influence stratégique, communication gouvernementale à l'ère de la refondation, évaluation de la communication gouvernementale, forces et faiblesses, réforme et perspective de la fonction des chargés de communication dans les départements ministériels. L'organisation de cet atelier par le gouvernement témoigne de sa ferme volonté de vous associer pleinement à l'amélioration de la communication de l'État. Nous avons que les médias jouent un rôle de premier plan dans la vulgarisation de l'action gouvernementale et nous comptons sur les médias de proximité, véritables relais pour atteindre nos populations juste dans les zones les plus reculées du pays. Soyez assurés que les recommandations
issues de ces travaux seront transmises avec diligence à son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur prise en charge effective. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et du Premier ministre, je vous adresse les salutations et les remerciements du gouvernement pour votre engagement et votre participation de qualité. Les 3 jours d'échange, de réflexion et de contribution marqués par des propositions pertinentes jettent ainsi les bases d'une stratégie ambitieuse et cohérente pour dynamiser la communication gouvernementale. Je vous l'annonçais dans les titres, inauguration cet après-midi du siège de l'Institut national de prévoyance sociale. Le bâtiment de haut standing a coûté près de 11 milliards de francs CFA. Il est situé à l'ACI 2000. L'infrastructure R+6 va changer à la fois l'architecture de la ville et les conditions de travail du personnel, avec plus de 200 bureaux, un parking souterrain, une cantine. Le nouveau siège allie confort et modernité. La cérémonie était présidée par le ministre de la Santé et du Développement social. Le reportage de Alousseni Touré. Ce bâtiment imposant sera l'une des attractions de la capitale et pour quelque temps. Bâti sur 7 niveaux, R+6, il se singularise par son architecture originale et fonctionnelle. De quoi motiver le personnel de l'INPS dont les prochaines performances devront refléter les nouvelles conditions de travail. Ce bâtiment flambant neuf qui fait la fierté de la direction et du personnel de l'INPS est conçu selon les normes de développement durable avec 3 sources d'énergie. Avec ces nouveaux sièges, l'INPS réalise un double avancée. Une réduction des charges locatives de l'ordre de 1,07 milliard correspondant au loyer de plusieurs directions centrales. Un cadre de travail moderne et écologique. Le complexe s'étend sur 5000 mètres carrés et comprend un bâtiment principal de 7 niveaux R+6 équipé de 225 bureaux, 3 salles de réunion, une cantine et 6 coins de café. Il est conçu selon les normes de développement durable avec panneaux solaires pour production énergétique propre, système de climatisation basse consommation, luminaires LED et murs isolés thermiquement. L'alimentation en électricité est assurée par 3 sources. Un poste de transformateur EDM, un groupe électrogène de 1000 kVA, un système d'énergie solaire. Cette réalisation s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement, politique visant la rénovation et la modernisation du patrimoine de l'État. Le gouvernement du Mali, sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est engagé dans une dynamique de modernisation du patrimoine immobilier de l'État pour le bien-être des populations maliennes. La construction de ce nouveau siège de l'Institut national de prévoyance sociale s'inscrit parfaitement dans cette vision. Offrir de bonnes conditions de travail aux employés est une exigence. Chez nous, on dit une mission, c'est les moyens. Donc il faut mettre les moyens pour que les travailleurs puissent bien travailler. C'est une exigence non seulement légale, mais également morale. C'est aussi un indicateur du respect et de la considération que les dirigeants d'une organisation accordent à leurs travailleurs. Aussi, les conditions de travail sont le gage de la régularité et de l'assiduité au travail qui sont facteurs d'amélioration et de productivité des travailleurs au sein d'une entreprise ou d'un service. Ce nouvel édifice, financé entièrement par l'INPS sur fonds propres, se distingue par son architecture traditionnelle et coloniale tout en restant moderne dans le style et est en harmonie avec son environnement. L'ardeur au travail des uns ainsi que la bonne volonté des autres ont été salués et récompensés avec la remise d'attestations.
Attelé sur la communication gouvernementale, on en parle encore. Bah Traoré s'est intéressé aux discussions dans les différents groupes thématiques. Les débats et communications ont permis de faire des propositions allant dans le sens de l'amélioration de la communication gouvernementale. Bah Traoré revient sur le déroulement des travaux dans les 3 groupes thématiques. Nous sommes à la dernière journée des travaux de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale. Chaque groupe de travail s'emploie à finaliser un document sur le thème qui lui est dédié. Au groupe 1, par exemple, les discussions ont porté sur la mise en place des mécanismes efficaces de coordination de la communication gouvernementale. Ce travail doit nous amener à diagnostiquer le dispositif institutionnel de la communication au niveau du gouvernement et de voir aussi est-ce que le gouvernement a tous les outils, tous les instruments techniques pour justement avoir une communication plus efficace, plus efficiente. Les experts, les personnes de ressources qui sont dans notre groupe sont véritablement en train de faire ce diagnostic-là et nous pensons que à l'allure où les discussions vont, notre groupe pourra proposer quelque chose d'assez consistant pour améliorer l'existant et pourquoi pas apporter une dose d'innovation par rapport à ce qui se fait. Au groupe 2, la préoccupation, c'est la mise en place des comités de crise afin de réagir à temps réel et d'apporter une réponse rapide aux fausses informations. Ce groupe est chargé donc de donner les membres au niveau institutionnel et technique qui vont constituer cette cellule, mais aussi donner un contenu, une mission, ainsi qu'un plan d'action, sinon une stratégie de travail, un plan de travail à cette cellule qui sera vraiment la clé de voûte pour veiller à ce que le Mali puisse s'en sortir mieux en matière de guerre informationnelle. Les experts du 3e groupe sont chargés de créer un cadre de concertation et d'échange gouvernement professionnel des médias et la communication plus les acteurs des médias sociaux. Nous avons ébauché quelque chose et aujourd'hui nous sommes en train de mettre ensemble toutes les idées que nous avons eu à recenser à partir d'un brainstorming et maintenant nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut élaguer et le groupe avance réellement. En somme, les différents groupes qui travaillent dans une atmosphère de sérénité sont tous prêts à présenter un document qui devrait faciliter la communication gouvernementale. Auparavant, l'assistance avait suivi un exposé sur le rôle des médias privés dans la communication gouvernementale. Le panel était animé par le président de la Maison de la Presse et un membre du groupement professionnel des agences de communication du Mali, GEPAC. Le reportage de Bokari Koulibaly. 3e et dernière journée de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale, 2 structures du secteur médiatique apportent des recettes. Il s'agit notamment de la Maison de la Presse et du groupement professionnel des agences de communication du Mali, GEPAC. Pour ces derniers, l'efficacité dans la communication gouvernementale passe par 3 points essentiels. Le premier point, c'est que d'abord, il faut agir sur les investissements. Il y a besoin d'obtenir beaucoup de changements en profondeur dans notre pays et tout cela nécessite une communication robuste, une communication constante qui se fait dans la durée et qui touche multicanaux. Le deuxième point, ça concernait la question j'ai exprimé le besoin de professionnaliser davantage les médias qui passe par la réforme du cadre légal d'exercice pour qu'on puisse avoir des entreprises de médias, des entreprises de presse qui sont en mesure de jouer ce rôle-là et en concertation et en dynamique de synergie avec les entreprises de publicité. Et mon 3e point, ça concernera la clarification des rôles. Il y a un besoin que chacun puisse jouer son rôle dans sa partie selon son domaine de compétence. Et la confusion des rôles souvent ne le facilite pas. Pour le président de la Maison de la Presse, il est impérieux pour les hommes des médias de fédérer leurs énergies. Il appelle aussi à un rassemblement des acteurs pour le renouveau du secteur. Ce n'est pas pour rien que le Premier ministre a décidé de cet atelier. Moi, je le résume essentiellement à une vision. La vision de faire en sorte qu'on puisse ratisser large en mettant les Maliens ensemble. Certes, au niveau des médias, nous avons des valeurs d'indépendance, de liberté, d'impartialité. Mais en prenant en compte toutes ces valeurs, nous l'avons dit hier et nous le dirons aujourd'hui, nous sommes Maliens avant d'être hommes des médias.
Outre les propositions et attentes exprimées, les deux panélistes ont félicité le gouvernement pour l'organisation de cet atelier. Ils repartent avec le sentiment d'avoir apporté leur pierre à l'édifice national. La conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie encourage les initiatives entrepreneuriales. Elle a financé les projets de 10 jeunes. Ils ont reçu ce matin leur chèque des mains du ministre en charge du domaine. Les bénéficiaires évoluent dans plusieurs corps de métier. C'est ce que nous dit Abdul Karim Kaba. Les 10 jeunes bénéficiaires du programme de promotion entrepreneur jeunesse de la Confédération des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie ont reçu leur chèque pour faciliter leur installation dans les circuits de la production. En finançant ces projets, la Confédération prône l'autonomisation des jeunes. Aujourd'hui, nous célébrons à la fois une remise de fonds de démarrage aux jeunes bénéficiaires du PPEJ, mais également une construction d'un avenir radieux pour de multiples jeunes entrepreneurs du Mali. Cet acte s'inscrit dans une volonté forte du gouvernement du Mali, en collaboration avec la Conféges, pour renforcer l'entrepreneuriat des jeunes, vecteur de développement économique, de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Tout en contribuant à la réduction du chômage, ce soutien financier est un témoignage éloquent de l'État envers ces jeunes. À travers les chèques que vous venez de recevoir, vous devrez mesurer la lourdeur et la délicatesse de la tâche qui vous attend. Il s'agit de concrétiser vos idées de projet tout en les faisant prospérer au bénéfice de vous-même, de vos proches et de toute la communauté. Je vous demande aussi de vous rappeler que la pérennisation et la transformation de vos micro-entreprises en entreprises vous feront mériter de la confiance du choix porté en vous par la commission de sélection et de l'appui de la Conféges. Votre réussite qui honorera le Mali pourra inciter d'autres partenaires à avoir confiance en notre jeunesse et à l'accompagner au cours des prochaines années. Ce programme d'insertion de nombreux jeunes maliens et de l'espace francophone marque aussi la volonté des pays de l'organisation de faire de l'auto-emploi un cheval de bataille. Les bénéficiaires accueillent avec joie leurs chèques. Ce jour marque l'insertion dans la vie socio-économique de 10 jeunes maliens bénéficiaires du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Mes camarades bénéficiaires et moi prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour fructifier nos futures entreprises afin de créer le maximum de l'emploi pour d'autres jeunes et assurer la pérennité de ce programme. Les 10 bénéficiaires, 5 filles et autant de garçons, évoluent dans les domaines comme l'embouche bovine, la coiffure, l'artisanat, l'agropastoral, le commerce et le maraîchage, pour un montant global de 20 200 000 francs CFA. Le 8 mars, les femmes sont célébrées à travers le monde à la faveur de la journée qui leur est dédiée. Cette année, la célébration officielle aura lieu à Koutchala, à moins de 48 heures du jour J. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a présidé ce matin un panel sur le thème national leadership féminin et innovation, levier pour l'égalité et l'autonomisation, une initiative de l'école de maintien de la paix à Lune Blondembeya. Le reportage de Abibatou Koyan-Jakite. L'école de maintien de la paix à Lune Blondembeya célèbre par anticipation la journée internationale des droits des femmes. Cela 48 heures avant le jour J. Le thème international 2025 s'intitule « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation ». Au plan national, le thème retenu est « Accélération du rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». De ces deux thèmes, l'EMP a fait une déclinaison en mettant l'accent sur le leadership féminin et l'innovation, levier pour l'égalité et l'autonomisation. Cela pour analyser l'impact des sessions de renforcement de capacité de l'école sur le parcours professionnel et social de ses alumni et bénéficiaires féminins et son apport à la recherche de leur autonomisation et à l'égalité des genres. La Journée internationale des femmes n'est pas seulement un moment de reconnaissance, mais c'est surtout une période dédiée à la réflexion sur les avancées accomplies et les défis persistants en matière d'égalité et d'autonomisation des femmes. L'école de maintien de la paix à Lune Blondembeya de Bamako
Conformément à sa vision déclinée dans son cadre stratégique 2024-2028, se veut être un acteur engagé dans la promotion de la paix et de la sécurité sur notre continent en particulier et dans le monde en général. C'est pourquoi nous voulons atteindre 40% de participation féminine à l'ensemble de nos activités à l'horizon 2028. Et oui, tout peut réussir aux femmes quand elles le veulent, à l'image de ces dames qui vont animer ce panel exclusivement féminin sous forme de table ronde interactive avec un format participatif. La première promotion de l'armée date de 1974, mais il y a eu un décret du commissariat à la promotion de la femme, un décret de 1993, et qui a fait un grand boom au niveau du département de la Défense. Bon, ça a permis de mettre en place les délégués ministériels. J'ai eu l'honneur d'être la première déléguée ministérielle. Moi, je suis restée 11 ans seul général. Dieu merci, l'année dernière, il y a eu 2 femmes généraux. Nous sommes réunis dans cette salle pour parler des droits des femmes, pour réfléchir ensemble comment les femmes peuvent être encore plus davantage autonomes et être indépendantes. Qu'on ne puisse plus nous donner des pouvoirs ou des postes parce que nous sommes des femmes. Qu'on nous donne des postes parce que nous pouvons, parce que nous avons la capacité, parce que nous avons les connaissances. Le leadership féminin est en marche avec des progrès dont on peut se réjouir. Cependant, on a encore du chemin à faire pour relever les défis. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, que j'ai l'honneur de diriger, œuvre au quotidien avec ses partenaires pour la mise en œuvre et le suivi de ses engagements. Notre action se concentre sur plusieurs axes prioritaires, à savoir le renforcement des capacités des femmes pour leur permettre d'accéder à des opportunités économiques, politiques et sociales, l'intégration du genre dans toutes les politiques publiques, la lutte contre les violences basées sur le genre et enfin le soutien à des initiatives innovantes comme celle portée par l'École de maintien de la paix à l'UNBLB qui vise à renforcer le leadership féminin dans des domaines clés comme la paix et la sécurité. La lutte continue pour l'atteinte des objectifs. Et oui, la lutte continue. 300 femmes ont bénéficié de kits dans les métiers artisanaux après avoir suivi une série de formations. Elles étaient cofinancées par l'association Vision Femmes Mali, la mairie de la commune 1 du district de Bamako et l'ANPE. La cérémonie s'est déroulée au musée de la femme à Moussokunda à Korofina. Nous retrouvons Abibatou Ditkoyan Diakité. À l'origine, ce sont les femmes rassemblées au sein de regroupements dénommés tontines, de femmes qui se retrouvent périodiquement pour partager les moments de réflexion. La lumière est au bout du tunnel. Ainsi, des centaines de femmes organisées en unités d'entreprise après des séries de formations dans divers corps de métier reçoivent des kits d'insertion en activités génératrices de revenus et des très petites entreprises. Grâce à ce projet, 300 femmes ont pu bénéficier de formations, insertion et coaching qui leur ont non seulement permis de renforcer leurs compétences techniques dans les domaines variés comme la transformation agroalimentaire, la saponification, la coupe-couture, la teinture et la coiffure. Un projet qui a vu le jour dans le but de fédérer les femmes autour de leurs initiatives pour plus d'autonomisation de la femme malienne. Cette opération promotion de l'emploi semi-urbain des femmes est un partenariat public-privé entre l'association Vision Femmes Mali, la mairie de la commune 1 du district de Bamako et l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Dans le cadre du plan stratégique de développement 2021-2025, il est prévu aussi de mettre en place des petites unités de transformation agroalimentaire, mais aussi de promotion des activités génératrices de revenus à travers toutes les régions du Mali. Ces femmes, désormais installées à leur propre compte, vont aussi bénéficier du soutien de l'APCM, l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner, à les répertorier, à les assister, à les aider à être autonomes. Les stands exposant les produits finaux faits par les bénéficiaires au cours de leur formation ont été visités par les personnalités présentes à la cérémonie. La Société nationale des tabacs du Mali, Sonatam, apporte un appui aux femmes de Mayambou dans la commune rurale de Djo.
Leur périmètre maraîcher a été réhabilité. Elles ont aussi bénéficié d'un système de pompage solaire. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce jeudi à Diogar. Le geste s'inscrit dans le cadre des activités des 60 ans de la structure. Le reportage de Daouda Kone. Cet ouvrage qui vient d'être inauguré est réalisé entièrement par la Société nationale des tabacs du Mali, Sonatam. Un investissement total de 20 816 000 francs CFA. Il se compose de 600 mètres linéaires de clôture grillage, de l'extension de la surface de production de 1 à 1,5 hectares, de la réhabilitation des planches parcellaires, de 2 puits à grand diamètre ainsi que de 2 puits de forage équipés de dispositifs solaires. Nous sommes toutes contentes puisque cet investissement nous enlève une épine des pieds, celle de la corvée d'eau pour arroser les planches. Nous disons merci à la Sonatam et aux autorités qui ont facilité la réalisation de cet ouvrage combien important dans l'économie locale de Mayambougou. Les femmes là, jusqu'à présent, elles sont en train de faire d'autres demandes. On est là pour leur soutenir à 100%. Et les DG a noté leur doléance aussi. À travers cet investissement qui s'inscrit dans le cadre des festivités des 60 ans de la Sonatam, le premier responsable de la société, Issouf Traoré, réaffirme l'engagement sociétal de son entreprise en faveur des communautés rurales. Nous voulons partager notre joie aussi avec les populations parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises malheureusement dans notre pays industrielles qui ont plus de 60 ans et nous n'avons qu'une seule envie, c'est de préserver et toujours cette entreprise pour le bien de l'ensemble des parties prenantes. D'abord nos travailleurs, l'État malien, parce que du fait de notre contribution dans la caisse de l'État malien et aussi des populations auxquelles de temps en temps nous apportons notre soutien. Un tableau d'honneur a été offert par les femmes de Mayambougou aux responsables de la Sonatam en guise de reconnaissance pour les efforts consentis dans la réalisation de ce projet de réhabilitation de leur périmètre maraîcher. Je vous invite à présent à une visite dans des parcelles d'expérimentation d'échalotes à Nyono. Cette journée est initiée par l'entreprise AgroLight. Elle a mobilisé les producteurs d'échalotes de 10 villages du cercle de Nyoro, les autorités et autres chercheurs. L'objectif de la journée était de sensibiliser les producteurs sur les techniques de production rentables et respectueuses de l'environnement et de la santé des personnes. De Ségou, le reportage de Kandesila et de Karamoro Traoré. La commercialisation et la transformation pour une plus grande value à la chaîne de valeur échalote-oignon sont entre autres objectifs de cette journée de visite de quelques parcelles de démonstration de l'entreprise AgroLight. Une journée qui se déroule à N7 à Nyono en zone office du Niger. L'initiative a bénéficié de l'appui du partenaire luxembourgeois LuxDev, ainsi de la pépinière au système de repiquage en ligne jusqu'à l'utilisation rationnelle de l'engrais chimique, à la technique innovante d'arrosage à partir des pulvérisateurs de pluie artificiels. Toutes les technologies sont largement expliquées et commentées. Aujourd'hui, avec ce système que nous avons mis en place, on peut dire que nos partenaires producteurs peuvent aller au-delà des 50 tonnes par hectare, mais également fournir la population malienne à des produits sains et nutritifs. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion d'aller vers ce changement qui va vers une transition agroécologique. Outre les producteurs de 10 villages avec qui AgroLight a noué un partenariat gagnant-gagnant dans la production et la commercialisation de l'échalote oignon, la journée regroupe également les autorités locales et autres vulgarisateurs. L'aspect des champs est satisfaisant. Si nous parvenons à adopter ces techniques, nous gagnerons mieux avec moins de peine. Là, il fait des expériences qui montrent également aux paysans pour les accompagner à augmenter leur production et à diminuer l'apport des engrais chimiques dans leur production. Le jeune aujourd'hui, il a besoin d'accompagnement de l'ensemble de tous les services techniques, l'agriculture, l'IER, l'emploi et la formation professionnelle. On note que l'entreprise AgroLight, basée à Nyono, en zone office du Niger, intervient dans l'approvisionnement des usines et agro-industrielles en matière première de qualité.
À Koulikoro, l'ONG Wildaf Mali vole au secours des adolescentes et jeunes. C'est à travers le lancement du projet de renforcement du leadership des adolescentes et jeunes dans la 2e région. Tchessiri Blum, Filles en Action, c'est le nom de ce nouveau projet financé par l'UNICEF à plus de 100 millions de francs CFA. Ce projet pilote de 6 mois sera mis en œuvre dans les cercles de Sibi, Kati et Koulikoro. Le reportage de Djema Moussa Konati. Financé à plus de 100 millions de francs CFA par l'UNICEF, le projet de renforcement du leadership des adolescentes et jeunes dans la région de Koulikoro vise à améliorer la participation de ces couches sociales dans la reformulation des politiques et programmes, la gouvernance, la cohésion sociale et l'équité genre dans la 2e région. Afin d'atténuer leurs risques aux violences et de contribuer à l'atteinte des objectifs de la PNG, c'est-à-dire la politique nationale genre, particulièrement à travers le renforcement du leadership des adolescentes et filles, en vue d'aboutir à un changement de comportement et d'agissement permettant de rendre cette couche plus responsable et engagée. Le WILDAF et l'UNICEF ont initié le présent projet qui sera un laboratoire d'initiation et de formation. Si on prend les 22 millions de la population malienne, les jeunes, les 15-19 ans représentent 47%. Et c'est aussi le groupe cible qui fait beaucoup face aux questions de violence basées sur le genre et qui a vraiment aussi le volet renforcement économique le plus bas. Donc nous osons espérer que ce projet, sa mise en œuvre permettra vraiment de renforcer l'autonomisation des adolescentes. Selon le chef de l'exécutif régional, le projet Tchessiri Blum éveille également la conscience sur la place et le rôle des filles dans la construction du Mali croix. À l'heure où notre pays traverse une période très cruciale de son histoire, j'invite tout un chacun pour une implication totale afin de créer une synergie d'action tout autour de la mère patrie qui est le Mali. Aussi, j'ose croire que de forts leaders sortiront de ce projet pour jeter les bases d'un autre processus d'accompagnement des femmes et des jeunes filles de la région de Koulikoro. Ce nouveau projet de l'ONG Wildaf Mali sera mis en œuvre à Sibi, Kati et Koulikoro pour une durée de 6 mois. Nous restons dans la cité du Méguétan pour parler du lancement de l'opération Sunkalo Solidarité par le gouverneur de la région. La même activité s'est déroulée dans la cité des 333 saints et précisément dans les grandes mosquées de Sankouré et de Kabara. Une façon pour les autorités de soutenir les différentes communautés pendant ce mois de Ramadan et de Carême. Nos reporters sont Adama Traoré et Najim Baba Sissé. La solidarité est un acte si cher au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. C'est pourquoi il a tenu à initier cette action dénommée Sunkalo Solidarité pour venir en aide à la communauté religieuse pendant la rupture des jeûnes. Pour le lancement de la 2e édition décentralisée, la grande mosquée de Koulikoroba nous ouvre ses portes avec un invité de marque venu spécialement pour la circonstance. Le chef de l'exécutif régional a tenu à réaffirmer son soutien en faveur de cette initiative. Nous invitons tous les musulmans et tous les chrétiens qui jeûnent en ce moment, pour ceux-là qui sont en bonne santé et ceux-là qui ne sont pas en bonne santé, et en tout cas de fédérer les efforts, alors de parler le même langage, de prier, de faire des doigts pour la République, pour le Mali, pour le président de la transition, son Excellence générale d'armée Assimi Goïta. Nous en avons besoin aujourd'hui. C'est dans l'union sacrée effectivement qu'on peut relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Chaque action, chaque pas s'inscrit dans une démarche permettant d'assurer l'unité, la paix et la cohésion entre les Maliens. Cet engagement des autorités de la transition traduit leur volonté de consolider de vivre ensemble. Sunkalo Solidarité est une initiative qui permet à ceux-là qui ont les moyens de venir en aide à ceux-là qui n'en ont pas. Donc nous sommes à la 2e édition. La 2e édition s'étend sur toute la République du Mali. La cérémonie a été marquée par la lecture du Saint-Coran et des bénédictions ont été également formulées pour le Mali et pour les autorités de la transition.
Après la dotation des mosquées de la région de Tombouctou en lampadaires solaires, la deuxième édition de Sunkalo Solidarité distribuera 300 plats par jour aux fidèles des grandes mosquées de Sankoré et de Kabara dans la ville de Tombouctou durant tout le mois de Ramadan. Cette initiative gouvernementale vise à aider les fidèles démunis à rompre dignement le jeûne. Ce que j'ai à dire aux fidèles, c'est de tout faire pour chaque prière, de bénir pour ce gouvernement. Parce que quelque chose qu'ils sont en train de faire là, ça c'est quelque chose de très important et ça nous a beaucoup plu et que nous allons nous donner beaucoup de courage. Tout en expliquant l'importance de ce geste, les responsables religieux expriment toute leur gratitude au gouvernement. C'est un événement très très heureux, très bénéfique pour les musulmans. Parce que vous savez que d'après le prophète, celui qui fait donner la rupture à un seul musulman, un jeûneur, vous avez la même récompense que ce jeûneur. Et si vous faites donner la rupture à beaucoup de gens, à 300, 400 plus, vraiment, alhamdoulilah, ça c'est une très bonne chose. Au nom du Haut Conseil, nous demandons que ça se perpétue dans les régions du Mali, dans les cercles, dans les villages et partout au Mali. Pour Tombouctou, nous avons divisé ça entre deux endroits. Il y a la place Sankoré, qui est une place mythique, et la grande mosquée de Kabara. En plus de cela, il y a des bonnes volontés dans la ville de Tombouctou, dans la région de Tombouctou, qui accompagnent aussi l'opération. Donc c'est le lieu de remercier les autorités de la transition pour cette belle initiative, mais aussi ceux qui accompagnent l'opération dans la région de Tombouctou ici. Après la prière de Maghreb suivie des bénédictions, les autorités administratives, religieuses, chefs de services régionaux, les fidèles, tous confondus, ont partagé les premiers plats de Sunkalo Solidarité. Dans le cadre de cette même opération, le gouvernement, à travers le gouvernorat de la région de Gao, a remis 20 tonnes de riz et de mil aux plus démunis. La cérémonie de remise a eu lieu au gouvernorat de Gao en présence des autorités régionales et des bénéficiaires qui apprécient le geste des plus hautes autorités à sa juste valeur. De Gao, les précisions de Jafar Aïdara. Cette remise de denrées s'inscrit dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité, dont l'objectif est de venir en aide aux personnes démunies. C'est ainsi que le gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Moriba Traoré, a, au nom des hautes autorités du pays, remis 20 tonnes composées de mil et du riz aux confessions religieuses catholiques, protestantes, le Haut Conseil islamique, aux veuves des militaires et aux personnes vivant avec un handicap. Au cours de la cérémonie, les bénéficiaires se disent très honorés par ce geste de solidarité de la part de nos autorités et se sentent rassurés que le pays pense à eux. Au nom du Haut Conseil, on dit merci aux autorités, merci à toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu nous aider pour ce moment-là. Ça vient à point nommé. Nous sommes dans la joie de savoir que malgré la différence de religion, les autorités prennent une position impartiale. C'est vraiment une initiative à saluer. Je remercie les plus grandes autorités de l'État malien, surtout le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, pour ce geste pour les personnes vivant avec le handicap. Surtout dans ce mois béni du Ramadan, nous le remercions. L'occasion est opportune pour le chef de l'exécutif régional de souhaiter que ce mois béni soit un mois de cohésion, de paix et de stabilité pour notre pays. C'était au nom de plusieurs autorités de notre pays et au nom de la solidarité musulmane pour accompagner et aider les fidèles dans l'accomplissement de leur foi, leur donner une petite aide. C'est symbolique mais très très significatif puisque ça marque déjà la solidarité envers toutes les religions. Et encore beaucoup plus de solidarité et de cohésion entre nous pour que le pays puisse sortir de cette situation. À la fin de la remise, des bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité dans notre pays. Élaboration de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Les forces vives des régions de Nara et Kidal apportent leur contribution à l'avant-projet du document. C'est à la faveur des concertations pilotées par les autorités régionales. Le reportage de Idrissa Djibrila Maïga et Idrissa Keita. L'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, outil indispensable pour la refondation du Mali, est soumis à une concertation à Nara. Cette étape permet aux forces vives de la région d'exprimer leurs avis, observations, critiques et propositions afin d'améliorer ces documents. Le parti ADP Maliba est heureux d'avoir
participé à ce cadre de concertation pour parler de la paix. Nous avons beaucoup apprécié l'initiative et souhaitons que les recommandations formulées ne soient pas mises dans les tiroirs. Les échanges ont porté sur les 5 thématiques, à savoir la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Échanges permettant de formuler plusieurs recommandations. La promotion de la bonne gouvernance à tous les niveaux, l'assistance et le contrôle de l'enseignement coranique à l'instar de l'enseignement classique, la promotion du dialogue inter- et intra-religieux. Vous venez de prouver à suffisance que les populations de Nara sont résilientes et engagées pour soutenir les idéaux du président de la transition, le général Assimi Goïta, qui œuvre inlassablement au quotidien en vue de restaurer la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble par le dialogue et la concertation. Le conseiller du gouverneur de Nara a enfin invité les représentants des forces vives de la région à être des relais de sensibilisation pour une adhésion massive à cet avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. À l'occasion de cette consultation, les forces vives de la région sont appelées à apporter leurs recommandations et suggestions pour enrichir l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Qui dit la réconciliation aujourd'hui au Mali dit la chose la plus recherchée, la plus souhaitée et la plus importante que nous attendons tous. Donc, je vous souhaite une très bonne rencontre et de bonnes propositions dans l'intérêt de la paix au Mali. La consultation régionale demeure une occasion unique pour partager les préoccupations de la région. C'est la toute première fois qu'une telle rencontre est organisée à Kidal. Je voudrais vous demander de faire des recommandations fortes sur les questions qui remettent en cause la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Parmi ces questions, il y a certainement l'appellation de la région de Kidal par l'Adra des Ifougas, ce qui est loin d'être une vérité. À l'issue de la rencontre, des propositions et contributions sortiront pour nous conduire vers une paix et une réconciliation durable à Kidal et sur l'ensemble du Mali. Le tronçon qui relie Tombouctou à Gounam a été fortement endommagé à cause des inondations. Face à la situation, la coordination des chauffeurs et mécaniciens de Tombouctou a effectué des travaux de réhabilitation avec l'appui de quelques bonnes volontés. Cette portion endommagée et engloutie par l'eau est estimée à plus de 400 mètres, empêchant du coup le passage des automobiles. Najim Baba Sissé était sur le terrain. On regarde. 400 mètres de la route nationale RN33 sur le tronçon Tombouctou-Goundam en Lambo, du fait des inondations engendrées par la crue du fleuve Niger. Le quotidien des transporteurs est un véritable calvaire. En bon citoyen, la coordination des chauffeurs et mécaniciens décide d'agir. Nous, avec nos collègues qui sont quotidiennement sur la route, donc on a jugé nécessaire de venir trouver une solution temporaire en attendant que les autorités compétentes puissent trouver une solution définitive pour cette section de route qui est vraiment dégradée. C'est le lieu ici pour nous vraiment de remercier les commerçants de la ville qui nous ont vraiment accompagnés et aussi les entrepreneurs qui n'ont aménagé aucun effort pour qu'on puisse mener à bien cette initiative. Une forte main-d'œuvre avec les moyens de bord, convoi du banco et du gravier afin d'assécher l'eau et permettre la circulation des engins. Une initiative salvatrice aux yeux des usagers, bien qu'elle ne soit pas une solution définitive. Nous saluons le travail accompli par les chauffeurs. Ils ont fait de leur mieux, mais il faut plus. Ce travail est énorme. C'est quelques machines ne suffisent pas. Nous avons fait ce travail d'abord pour nous, mais aussi pour tous les usagers et même pour la population. La coordination appelle à l'aide, car cette route nationale est la seule qui mène à 3 cercles de la région et plusieurs autres destinations du pays.
L'Office national de la santé et de la reproduction, ONASR, et ses partenaires techniques ont organisé un déjeuner de presse. L'objectif de cet événement, présenter aux médias un document référentiel sur les bonnes pratiques en matière de santé reproductive, le compte-rendu de Maïmouna Guino et de Sidi Modibo Dameli. De plus en plus, certaines femmes risquent leur vie en donnant naissance. D'après les acteurs de la santé, il est donc impératif d'adopter des pratiques fondées sur des standards éprouvés. Afin de garantir un accès équitable à des soins de qualité en matière de santé reproductive, un document référentiel sur les bonnes pratiques en la matière a été mis en lumière au cours d'une rencontre destinée aux médias. Ce document, fruit d'un travail collaboratif entre l'ONASR, l'OMS, Maristop International, Projet Yélé et Projet CLEF, propose des recommandations fondées sur les besoins identifiés. Cette bonne pratique ont été sélectionnées parmi tant d'autres. Il s'agit entre autres de la caisse villageoise de solidarité. Il s'agit des comités des femmes utilisatrices des services de santé. Il s'agit des maisons d'attente pour les femmes enceintes qui viennent. Et il s'agit également de tout ce qui est en rapport avec les comités de gestion. Et également, parmi ces bonnes pratiques aussi, nous notons également le laïdomètre, qui est aussi un outil, n'est-ce pas, pour le suivi des engagements. Ce référentiel a pour principal objectif d'harmoniser les protocoles et standards de soins pour garantir une approche uniforme sur l'ensemble du territoire national. Renforcer les compétences des professionnels de santé à travers des formations continues et l'application des recommandations basées sur des données scientifiques. Améliorer la qualité et la sécurité des soins pour chaque femme, chaque homme et chaque enfant bénéficiant des services de santé de la reproduction. Et enfin, promouvoir une approche inclusive et participative en intégrant les communautés et les usagers dans l'amélioration des services de santé. Avec ce nouveau référentiel, les professionnels disposent désormais d'un outil structuré pour guider leurs actions qui portent déjà fruit. Je suis particulièrement heureux de constater que l'une de nos approches a été reconnue comme une bonne pratique et intégrée dans ce référentiel. La famille idéale, notre outil d'engagement communautaire, a prouvé son efficacité pour sensibiliser les populations sur la planification familiale et encourager des discussions ouvertes au sein des communautés. Cette reconnaissance nous motive encore davantage pour poursuivre nos efforts, pour développer des approches innovantes et adaptées aux réalités locales. Le déjeuner s'est conclu sur une note engageante avec la promesse de multiplier ce type d'initiative pour favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à la santé de la reproduction. Les membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel préparent les 10 ans de la structure. Les activités s'étendent jusqu'au 10 avril prochain. L'activité phare est la compétition Challenge APDP 10 ans. Le concours a été lancé la semaine dernière au cours d'une conférence de presse. C'était en présence de Awada Koulibaly. En un clic, voilà lancé officiellement le Challenge APDP 10 ans. L'une des activités phares de la célébration de la décennie d'engagement et d'action de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Parmi les temps forts de cette célébration, nous pouvons citer la tenue d'un grand colloque international, le lancement du nouveau site web de l'APDP. Ce concours sera également une occasion de sensibiliser le grand public et de donner une visibilité accrue à l'APDP. De 2015 à 2025, c'est 10 ans de défis, mais aussi 10 années de réalisation dont la plus reluisante est la contribution de la structure à l'amélioration des recettes du trésor public. Avoir donc un immeuble de cette qualité, ça c'est un acquis important. En plus donc de la loi, donc désormais la protection des données est constitutionnalisée. Un autre acquis, par le décret pris en mai 2024, les services rendus par l'APDP, donc qui étaient jadis gratuits, sont maintenant payants. Et j'insiste là-dessus, ce montant va au trésor public.
La PDP, en partenariat avec l'université Kouroukanfouga de Bamako, a lancé le tout premier master en droit du numérique au Mali. Initié en janvier 2025, les cours débutent bientôt avec 70 candidats, notamment des spécialités en sciences juridiques, sociales et en informatique. Et en images, la reddition des groupes armés se poursuit dans la région de Tombouctou. 8 éléments issus du Front de libération de l'Azawad viennent de se rendre avec leurs armes et moyens logistiques au commandement de la 5e région militaire, comme vous le constatez sur ces images. Cette action est une réponse à l'appel émis par les plus hautes autorités pour la sécurité, la paix et le développement. Ils ont été accueillis par les autorités militaires qui les ont rassurés de leur disponibilité à les traiter conformément aux droits humains. L'édition des groupes armés dans la région de Tombouctou. Un cadre terroriste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a été neutralisé par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso aussi. Il s'appelle Sangaré Karirou alias Abdul Karirou. Ce terroriste agissait dans les forêts de Kassoum, dans le Sourou et Gassan, dans le Nayala. Il trouve la mort dans l'attaque du 10 février 2025 contre le détachement des forces combattantes basées à Djouroum, dans la commune de Tunga. Les détails avec Bienvenue Taosa. Sangaré Kalirou, alias Abdul Kalirou, cadre terroriste de Gessim. Il était actif dans les forêts de Kassoum, dans le Sourou, et Gassan dans le Nayala. Il est mis hors d'état de nuit le 10 février 2025. Ce jour-là, dans la matinée, un groupe de terroristes s'attaque au détachement des forces combattantes basé à Djouroum dans la commune de Touga. Mais c'était sans compter avec la robustesse des éléments du détachement. La riposte s'organise avec l'appui des vecteurs aériens. 73 terroristes sont neutralisés. Parmi eux, des cadres terroristes, à savoir Jaffa Libé, Abou Seydou et surtout lui, Sangaré Kalirou alias Abdul Kalirou. L'ennemi a essuyé une lourde perte et la disparition de cet homme constitue un coup dur pour les terroristes actifs dans la région de la boucle du Moun. Âgé d'environ 30 ans, Sangaré Kalirou alias Abdul Kalirou s'était en effet engagé dans le terrorisme courant 2016. Il a coordonné et participé à plusieurs attaques contre les forces combattantes à Tweni, Sono et Djouroum. Le 15 août 2024, il a participé à une embuscade contre le détachement de gendarmerie de Tweni. Sangaré Kalirou est également impliqué dans des exactions contre les populations civiles et les déguerpissements de localités dans les provinces de la Kossi et du Sourou. Sa vie se conjugue désormais au passé grâce à l'efficacité des forces de défense et de sécurité. À présent, je vous invite à suivre le bulletin des forces de défense et de sécurité du Niger de la semaine écoulée. Les FDS ont saisi des équipements et neutralisé des terroristes dans le cadre de l'opération de la force conjointe de l'AES. Le commentaire est signé Jocelyne Amoussou. Sur la rive droite du fleuve Niger, au sein de l'opération NIA, dans le cadre de leur mission de sécurisation, une patrouille des FDS a mené une fouille opérationnelle dans le village de Bawara. Cette intervention a permis la saisie de 300 litres d'essence appartenant à l'ennemi répartis dans 5 bidons de 60 litres chacun. Une tenue treillis, 2 porte-chargeurs et un appareil Motorola ont également été confisqués. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la force conjointe de l'AES, deuxième opération tripartite dénommée Yeroko 2 a été conduite conjointement par les forces du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Sur le territoire national, plusieurs actions majeures ont été menées avec des résultats significatifs. Sur l'axe Kossa-Tondobon, une patrouille a permis la capture de 4 terroristes et la saisie d'un important lot de matériel, notamment 3 armes à feu, 7 motocyclettes,
2 appareils Motorola, 27 détonateurs, 7 bidons d'essence, 40 paquets de bâches, plusieurs sacs de mil, 2 réfrigérateurs, 2 téléphones portables, un détecteur de métaux Minlab, une somme de 22 500 francs CFA. Dans la zone de Taratoku, Kosa Tondo, les forces engagées ont intensifié les opérations de ratissage, aboutissant à la neutralisation de plusieurs terroristes affiliés à l'EIGS. La récupération d'une dizaine d'armes, dont des fusils d'assaut AK, fusils de chasse et pistolets automatiques. La saisie d'une quinzaine de motocyclettes, la confiscation de bidons d'essence et de 37 fûts de gasoil, l'interception de 3 engins Caterpillar utilisés pour l'extraction illégale d'or par des ressortissants soudanais sur le territoire nigérien. Ces actions confirment l'efficacité des opérations en cours et témoignent de la détermination des forces alliées à éradiquer les foyers terroristes, sécuriser les populations et préserver l'intégrité territoriale. Dans la région de Tillabéri, au sein de l'opération Almohou, au cours de la semaine, la patrouille départementale de Filengue a interpellé 2 membres de groupes terroristes. Lors de l'opération, 2 fusils AK-47 ainsi que d'autres équipements compromettants ont été saisis. Les individus arrêtés ainsi que l'ensemble du matériel confisqué ont été remis aux services compétents pour les suites judiciaires. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, grâce à un renseignement fiable, une patrouille des forces de sécurité a mené en début de semaine une perquisition dans une boutique appartenant à un trafiquant de drogue sur l'axe Bumba-Koteki. L'opération a permis l'arrestation du suspect ainsi que la saisie d'une motocyclette utilisée pour le transport, accompagnée de plus de 15 000 comprimés dangereux, dont du diazépam, du tramadol, du pharmalin et d'autres substances illicites. Chers concitoyens, l'atteinte de notre objectif commun, qui est celui d'anéantir les forces du mal, exige la participation de chacun de nous. N'hésitez pas à mettre dans la mesure du possible à la disposition des FDS des renseignements utiles et fiables. Ainsi, vous contribuerez assurément à améliorer la situation sécuritaire dans tout le pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Grand merci à l'équipe de réalisation. Pensée spéciale à Noufama. Bonsoir.